par un mardi matin humide d'août, Richard Nelson sortait de sa voiture au cœur de Blue Ridge, une petite ville de Caroline du Nord nichée au cœur des Appalaches. Récemment nommé chef de police, Richard n'avait pas l'air du poste pas aujourd'hui. Il portait une chemise à carreaux délavés, un jean qui avait connu des jours meilleurs et de vieilles baskets qui ne trahissaient pas ses 2 décennies d'ascension dans les rangs des forces de l'ordre. C'était le but. Richard croyait qu'il fallait voir la vérité sous la surface. Il ne voulait pas de salutations mises en scène ni de sourires faux. Il voulait la version brute et sans filtre du service qu'il était désormais chargé de diriger. En tant qu'homme noir accédant à un poste d'autorité dans un commissariat dont on disait qu'il pourrissait de l'intérieur, il avait besoin de voir la culture telle qu'elle était. Et la meilleure façon d'y parvenir était d'arriver non pas en tant que « chef Nelson », mais comme un simple anonyme franchissant leurs portes. Le parking du commissariat était bondé, les agents arrivaient pour leur service, tasse de café à la main, riant, discutant, avançant sans hâte. Quelques regards désinvoltes lui lancèrent, mais aucun ne le reconnut. Rien d'étonnant. Sa nomination n'avait été annoncée que quelques jours auparavant, et il avait délibérément reporté toute apparition dans la presse ou toute présentation officielle à l'inspection prévue plus tard dans la matinée. Il ajusta le bord de sa casquette et prit une inspiration, se ressaisit sous le poids de ce qu'il était venu faire. Éliminer la corruption dans ce département ne nécessiterait pas seulement des changements de politique ou des notes de service, il faudrait de la détermination. Du cran. Et la volonté d'envisager le pire avant de proposer quoi que ce soit de mieux. Des rires flottaient quelque part devant nous. Il entra dans le commissariat par une porte latérale, inaperçu dans le bourdonnement matinal des sonneries de téléphone et des paperasses. Le carrelage luisait sous un éclairage fluorescent intense. L'air sentait le café brûlé et la poussière vieillie. Richard marchait lentement, s'imprégnant des conversations, du ton, de l'énergie. Les policiers étaient regroupés à leur poste de travail, penchés sur leurs rapports, consultant leur téléphone, plaisantant. Personne ne lui prêta attention, jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de repos. « Et, toi ?» Une voix aiguë fendit l'air comme une branche cassée. Richard se retourna. Un policier blanc d'une trentaine d'années s'avançait vers lui, un sourire suffisant sur le visage. Son badge portait l'inscription suivante, Daniels. Derrière lui, quelques officiers s'appuyaient contre le mur, sirotaient du café et observaient. « On est perdu, hein, ricana Daniels. Ce n'est pas un refuge. Quoi que tu cherches, emmène-le ailleurs. » Richard ne dit rien. Les mots le frappèrent comme une claque. Il envisagea de parler, de clarifier son identité, mais choisit le silence. Il voulait voir où cela mènerait. Daniels s'approcha, sa voix plus forte, s'adressant à la foule. « Vous ne m'avez pas entendu ? Je vous ai dit de partir. On n'a pas besoin de vous qui traînez. » Des rires éclatèrent derrière lui. La mâchoire de Richard se serra. Son cœur battait fort. Il resta immobile. Puis, sans prévenir, Daniels s'est penché et a craché directement au visage de Richard. La pièce s'est figée. Les rires ne cessèrent pas. Un policier se plia en deux et frappa la table. Un autre marmonna quelque chose comme « remettre les fauteurs de trouble à leur place ». De la salive chaude coulait sur la joue de Richard. Il n'a pas bronché. Il fouilla dans sa poche, en sortit un mouchoir et s'essuya calmement le visage. Sa voix était calme mais ferme. « C'est comme ça que tu traites tous ceux qui franchissent ces portes ? » Daniels ricana. « Seulement ceux qui n'ont pas leur place. » Plus de rire. Plus de sourires narquois. Richard le regarda un long moment, puis se retourna et s'éloigna. Il remonta le couloir en direction du bureau principal, chaque pas mesuré. Il entendit les rires s'estomper derrière lui. Il ne s'arrêta pas. Un instant plus tard, l'interphone grésilla. « Tout le personnel, veuillez vous présenter à la salle de briefing. » Il était temps. La salle de briefing bourdonnait de bavardages inutiles. Les officiers entraient, certains avec des dossiers en main, d'autres avec des gobelets en polystyrène, riant encore de l'incident matinal qui les avait tant amusés. Daniels s'appuyait nonchalamment contre le mur, les bras croisés, une expression suffisante sur le visage. Au premier rang, le capitaine Harris monta sur l'estrade. Fort, moustache grise et taillée, Harris frappa une fois dans ses mains. « Très bien, calme-toi. » La pièce devint silencieuse. Comme la plupart d'entre vous le savent, le chef Caldwell a pris sa retraite le mois dernier. Nous attendions avec impatience de rencontrer notre nouveau chef. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un homme au parcours impeccable,
au leadership éprouvé et à la vision de faire de ce service un service meilleur que jamais. La salle bougea avec intérêt. Daniel sirotait son café, toujours avec ce sourire. Puis, des pas. Depuis une entrée latérale, Richard s'avança. Il avait ôté sa casquette de baseball. Il tenait à la main un dossier bleu marine portant le sceau officiel du commissariat. Sa démarche était calme. Maîtrisée. Impériale. La pièce devint silencieuse. Les officiers se redressèrent. Les sourcils se levèrent. La bouche s'ouvrit. Certains se regardèrent, perplexes. Daniels a laissé tomber sa tasse. Le capitaine Harris sourit. Veuillez accueillir le chef Richard Nelson. Richard atteignit le podium et se tourna vers eux. La pièce était complètement silencieuse. Il scruta la foule. Il vit la reconnaissance. Le malaise. Et enfin, la honte. Daniels resta figé, la mâchoire serrée, pâle comme une cloison sèche. La voix de Richard était ferme. Tôt ce matin, commença-t-il, je suis entré dans ce poste sans prévenir. Je suis venu en étranger, car je voulais voir comment ce service traite les étrangers. Il regarda Daniels droit dans les yeux, puis les autres. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un manque de professionnalisme. C'était de la honte. Du manque de respect. Et de la violence. Personne n'a parlé. Il laissa le silence s'étendre. Qu'il s'y arrête. Je ne suis pas ici pour faire comme si tout allait bien. Je ne suis pas ici pour accepter des excuses. Je suis ici pour diriger. Pour faire le ménage. Pour restaurer l'intégrité de ce service et pour rappeler à chaque agent ici présent que votre badge ne vous protège pas de toute responsabilité. Il recula du podium. Le capitaine Harris semblait mal à l'aise. Daniel semblait vouloir disparaître. Richard se tourna de nouveau vers la salle. Ce n'est pas moi qui compte, dit-il. C'est le genre de service de police que cette ville mérite. Puis il hocha la tête. Rendez-vous à 13h pour l'inspection officielle. Et sur ces mots, le chef Richard Nelson sortit, laissant derrière lui une salle pleine de silence stupéfait. 20 ans d'interrogation, et maintenant il allait enfin voir où l'histoire de sa famille s'arrêtait ou peut-être où elle commençait vraiment. La berline prit un virage et Jake fixa les véhicules devant. Plusieurs voitures de la police d'État du Kentucky étaient alignées, accompagnées d'un fourgon de police scientifique et d'un pick-up cabossé, appartenant probablement à Dal Rivers. Un ruban de police tendu entre les arbres délimitait un périmètre autour de ce qui semblait être une clairière naturelle. Cross se gara derrière le fourgon de la police scientifique et coupa le moteur. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose, dit-elle doucement. Ce que vous allez voir va être bouleversant. Des centaines de véhicules, couvrant plus de 2 décennies. Certains sont tellement rouillés et détériorés qu'ils sont à peine reconnaissables. Jake hocha la tête, la voix coincée au fond de sa gorge. Si tu as besoin de t'arrêter ou de reculer, dis-le-moi. Il n'y a pas de honte à ça. Ils sortirent de la berline et Cross le conduisit vers un groupe d'agents près de la clairière. Jake entendit le grésillement des radios de la police, des murmures, le bourdonnement lointain des générateurs alimentant le matériel médico-légal. Mais par-dessus tout, le battement tonitruant de son propre cœur remplissait ses oreilles comme un tambour implacable. Un homme de grande taille, vêtu d'une salopette usée et d'une casquette de baseball, s'est approché, les mains tachées de terre, la peau durcie par des années passées à l'extérieur. Vous devez être un membre de la famille, dit-il en lui tendant une main ferme. Dal Rivers. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Jake lui serra la main. Tu les as trouvés. Rivers hocha gravement la tête. Je fais de l'arpentage depuis 15 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel au fond de ce trou. Cross fit un geste vers la limite des arbres. Montre-nous. Ils suivirent un sentier forestier balisé à la bombe de peinture orange sur les troncs, parcourant environ 200 mètres. Le bourdonnement des générateurs s'intensifia, mêlé à une forte odeur chimique probablement celle des conservateurs utilisés par l'équipe de police scientifique. Puis ils atteignirent une crête et Jake la vit. Le gouffre était immense, une plaie déchiquetée profondément creusée dans la terre, comme si une main colossale l'avait ouverte. Des projecteurs portatifs encerclaient le périmètre, projetant une lumière crue dans l'abîme. Dans cette obscurité s'étendait un jardin métallique tortueux. Des dizaines de véhicules aux berlines, pick-up, monospaces empilés, superposés, coincés dans chaque espace.
Des squelettes rongés par la rouille, certains à peine plus que des carcasses creuses. D'autres semblaient presque récents, comme s'ils avaient été abandonnés il y a seulement des années. Les genoux de Jake fléchirent. Il s'agrippa à un arbre proche pour se stabiliser. « Jésus, murmura-t-il. La Honda jaune est au fond, dit doucement Cross. À peu près à mi-chemin. Tu veux t'approcher? Jake força un hochement de tête. Ils longèrent le bord jusqu'à ce que Cross s'arrête et pointe du doigt. C'était là. Même après 20 ans, la voiture était reconnaissable entre toutes. La courbe caractéristique de la lunette arrière. La bosse sur la portière passager due à un accident avec un chariot de course. La galerie de toit destinée au matériel de camping. La voiture de sa famille. Enterrée dans un tombeau de métal tordu et de rouille. C'est ça, dit Jake d'une voix sourde et distante. C'est leur voiture. Cross prit note, nous aurons besoin d'une pièce d'identité officielle une fois extraite, mais ceci le confirme. Jake regarda fixement le gouffre, l'ampleur de la scène s'imposant à lui. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Les voitures les plus anciennes datent du début des années 90, a déclaré Cross. Les plus récentes datent de 2005 ou 2006. 15 ans. Quelqu'un abandonne des voitures ici depuis 15 ans. La voix de Jake tremblait. Dal Rivers s'approcha d'eux. Ce n'est même pas le plus étrange. Regardez comment ils sont disposés. Jake suivit son regard. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a pris le temps de les empiler et de les positionner pour optimiser l'espace. Ce n'est pas qu'un dépotoir. C'est organisé. Jake a examiné le modèle ci-dessous. Rivers avait raison. Les voitures n'ont pas été placées au hasard. Des véhicules plus petits ont été nichés dans les interstices, superposés comme un puzzle géant en 3 dimensions. Qui ferait une chose pareille? Quelqu'un ayant accès à de l'équipement lourd, répondit Cross. Et quelqu'un qui savait que cette terre ne serait pas perturbée. C'est la propriété d'une entreprise forestière privée de Nashville. Ils n'ont pas exploité cette zone depuis plus de 30 ans. Un jeune technicien en criminalistique en salopette blanche s'est approché, les cheveux noirs courts cachés sous une casquette. Inspecteur Cross, nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Cross regarda Jake. Tu peux continuer? Jake hocha la tête, même si tous ses nerfs criaient le contraire. Le technicien les a conduits vers une autre section du gouffre, en leur montrant un groupe de véhicules près du fond. Tu vois ce pick-up bleu? Celui avec la coque blanche? Jake suivit son regard. Nous avons vérifié la plaque d'immatriculation partielle dans la base de données. Ce camion a été déclaré volé en 1999 près de Land Between the Lake. Il appartenait à la famille Henderson. Ils ont disparu. Ils n'ont jamais quitté le camping. Le camping était abandonné. Nourriture sur la table, vêtements dans la tente. Aucun signe d'eux. Le visage de Cross s'assombrit. Dossier de disparition. Parents et 2 enfants. Classés dans le Tennessee. Ils devaient camper une semaine. Ils ne sont jamais rentrés. Jake se sentait malade. Combien de familles y a-t-il là-bas? Le technicien a vérifié sa tablette. Nous avons identifié des plaques d'immatriculation partielle sur 16 véhicules jusqu'à présent. En recoupant les bases de données des personnes disparues, nous avons constaté qu'au moins 8 d'entre eux correspondent à des disparitions non élucidées. Tous ces véhicules datent de la fin des années 1990 au milieu des années 2000. L'énormité frappa Jake. Il ne s'agissait pas seulement de sa famille. Il s'agissait de dizaines de familles disparues, toutes se retrouvant dans ce cimetière oublié dans les bois du Kentucky. Il faut qu'on y aille, dit Cross. Je veux voir cette Honda de près. La descente nécessitait du matériel de rappel et des harnais. Jake regardait d'en haut Cross et 2 techniciens médico-légaux s'abaisser, leurs phares vacillant comme des lucioles à travers des décombres rouillés. De son point de vue, Jake vit Cross se frayer un chemin prudemment à travers le labyrinthe vers la voiture familiale. Elle s'arrêtait souvent, prenant des photos, des notes, informant l'équipe du dessus. Lorsqu'elle a atteint la Honda jaune, elle a passé près de 20 minutes à l'examiner sous tous les angles. Puis elle leva les yeux. Jake, j'ai besoin que tu descendes. L'idée d'entrer dans ce cimetière mécanique retournait l'estomac de Jake, mais il était allé trop loin pour faire demi-tour. L'équipe l'a équipé d'un harnais et lui a montré les ficelles du métier. La descente lui parut interminable tandis qu'il s'enfonçait dans 20 ans de secrets et de mensonges,
jusqu'à ce que ses bottes touchent le sol irrégulier jonché de métal et de verre. De près, le gouffre était encore plus dérangeant. Les voitures se dressaient au-dessus de nos têtes comme des sculptures tordues, projetant des ombres étranges dans la lumière artificielle. L'air sentait la rouille, la décomposition et autre chose. Quelque chose d'organique. Pourri. Cross attendait près de la Honda, le visage grave. « Regardez ça », dit-elle en désignant la lunette arrière. Jake marchait prudemment sur des éclats et des débris. Quand il s'est suffisamment approché, son sang s'est glacé. Des lettres étaient légèrement gravées dans le verre. Des marques grossières et désespérées, gravées avec quelque chose de pointu, peut-être une clé ou du métal cassé. Ils ont éplé 2 mots. « Aidez-nous ». Jake recula en titubant, la vision lui échappant. Après 20 ans à se demander ce qui était arrivé à sa famille, il avait enfin sa réponse. Ils n'étaient pas morts dans un accident. Ils avaient été emmenés. Et ils avaient vécu assez longtemps pour le savoir. Il ne pouvait pas arrêter de fixer ces 2 mots, « aidez-nous ». Des lettres irrégulières gravées par quelqu'un de désespéré, à court de temps. « Qui a écrit ça ?» demanda-t-il d'une voix à peine murmurée. Cross a fait briller sa lampe de poche sur les rayures. Difficile à dire. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux. Les marquages semblent récents. Ils ont probablement été faits peu de temps avant ce qui s'est passé. Jake pressa sa paume contre le métal froid du coffre de la voiture. À travers la rouille, il pouvait encore distinguer le contour délavé d'un autocollant familial, 2 parents et 3 enfants se tenant la main. Sa mère l'avait mis là. Elle l'avait acheté une fois dans une aire de repos. Il a dit que cela rendait la voiture plus conviviale. Maintenant, cela ressemblait à une pierre tombale. « Nous devons entrer », a déclaré Cross. Vérifiez l'intérieur. La portière du conducteur a été partiellement écrasée sous le poids des voitures au-dessus, mais elle s'est ouverte avec un grincement de métal protestataire. ChatGPT a dit. Le visage de Daniel devint rouge cramoisi, la mâchoire serrée, évitant le regard de ses collègues. Richard, imperturbable, se tenait droit au premier rang. Il ne s'agit pas de punir, dit-il fermement, d'une voix ferme et résolue. Il s'agit d'établir une norme. Si vous n'êtes pas prêt à la respecter, ce n'est pas votre place. Il parcourut la salle du regard une dernière fois, croisant le regard de chaque policier présent. Si tu es prêt à faire mieux, à être meilleur, alors nous avancerons ensemble. Mais sache une chose, je te tiendrai responsable à chaque étape. La réunion se termina dans un silence pesant. Les officiers sortirent en silence, sans leurs bavardages habituels. Richard s'attarda encore un instant, observant Daniel sortir en trombe, le visage mêlé de gêne et de colère latente. Les autres officiers évitèrent son regard, leurs expressions oscillant entre culpabilité et réflexion. De retour à son bureau, Richard s'enfonça dans son fauteuil et expira profondément. Il savait que ce n'était que le début. Des années d'attitudes ancrées ne changeraient pas du jour au lendemain, et pour certains, peut-être même jamais. Mais Richard n'était pas venu à Blue Ridge pour se faire des amis, il était venu pour faire bouger les choses. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était le capitaine Harris. « Chef, je voulais vous dire, vous avez géré la situation mieux que la plupart, » dit Harris d'une voix hésitante. « Merci, capitaine, » répondit Richard, se préparant. « Mais le vrai travail commence maintenant. J'ai besoin d'un rapport complet sur le dossier de Daniel sur mon bureau d'ici demain. Plainte, rapport d'incident, tout. » « Vous avez tout compris, » répondit Harris avant de marquer une pause. « Et chef, je crois que vous en avez déplacé quelques-uns aujourd'hui. Dans le bon sens du terme. » Richard raccrocha, s'accordant un bref instant de satisfaction avant de se plonger dans le monticule de paperasse devant lui. Dans les semaines qui suivirent, le commissariat connut un nouveau visage. Les policiers qui s'étaient moqués du comportement de Daniel l'évitèrent désormais complètement. Les rumeurs concernant sa suspension se répandirent comme une traînée de poudre. Richard prit soin de parcourir les couloirs quotidiennement, saluant tous ceux qu'il croisait, sa présence rappelant constamment son leadership et son engagement. Certains officiers ont accueilli favorablement le changement. L'agente Reyes, une jeune recrue, a un jour abordé Richard avec sincérité. « Chef, j'ai été complice de cette culture toxique par peur, » a-t-elle admis. « Je veux faire mieux. » « C'est tout ce que je demande, » dit Richard avec fermeté mais gentillesse. « Ça commence par toi. » Mais tout le monde n'était pas disposé à changer.
Daniel a fait appel de sa suspension, invoquant un traitement injuste. Richard a tenu bon, inébranlable dans sa conviction que la responsabilité était non négociable. L'enquête du département a révélé une série de plaintes antérieures contre Daniel, usage excessif de la force, remarques inappropriées, etc. Son appel a été rejeté. Richard a été clair, l'époque où l'on dissimulait les fautes professionnelles était révolue. Malgré les progrès réalisés, Richard savait que le chemin à parcourir serait long. Les discussions sur les préjugés implicites et le rétablissement de la confiance communautaire suscitaient des réactions mitigées. Mais il restait déterminé. Chaque petite victoire. Une recrue qui ose s'exprimer. Un officier qui remet en question ses vieilles habitudes. Était un pas vers une transformation plus profonde. Un matin, lors d'un événement communautaire, un jeune garçon timide s'approcha de Richard. « Êtes-vous vraiment le chef » demanda-t-il, les yeux grands ouverts d'étonnement. « Je le suis » répondit Richard, un sourire chaleureux aux lèvres. « Mon père dit que la police ne se soucie pas de nous » murmura le garçon. Richard s'accroupit et soutint doucement son regard. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je te promets que nous faisons tout pour faire mieux. Et si jamais tu as besoin d'aide, viens me voir, d'accord ?» Le garçon hocha la tête, un petit sourire éclairant son visage. Ces moments-là rappelaient à Richard pourquoi il avait accepté ce poste en premier lieu. À la fin de sa première année, le commissariat n'était pas parfait, loin de là. Mais il avait indéniablement changé. Les policiers réticents au changement étaient partis. Remplacés par des recrues partageant la vision de Richard. Une vision fondée sur l'équité et le respect. La communauté, autrefois sceptique, commença à entrevoir des signes d'espoir. Un effort renouvelé pour instaurer la confiance. Combler les divisions. Un soir, Richard se tenait dans le couloir du commissariat. Regardant les policiers sortir après leur service. Les rires et la camaraderie semblaient différents. Non pas au détriment de quelqu'un, mais authentique et inclusif. Il savait que des défis l'attendaient toujours. Mais pour la première fois, l'espoir brillait. Le changement n'était jamais facile. Mais chaque combat en valait la peine.